Un millionnaire a chassé sa femme après avoir découvert qu'elle était stérile. 6 ans plus tard, il la revoit à l'aéroport avec une fillette identique à lui. Et ce qu'il fait la laisse sous le choc. Claire descendait les escaliers de la bibliothèque municipale de Lyon, un exemplaire usé des fleurs du mal sous le bras, lorsqu'elle aperçut pour la première fois le regard insistant de Mathieu. C'était un de ces après-midi de printemps où la lumière semblait filtrer avec tendresse à travers les feuilles. Elle portait une robe bleu nuit, des lunettes rondes et ce sourire discret qui la rendait difficile à oublier. Lui, entrepreneur, ambitieux dans le domaine de la technologie, s'était réfugié là par hasard, fuyant une réunion annulée et l'écho de chiffres qui rythmaient son quotidien. Ils avaient tous les deux 27 ans. Mathieu venait tout juste de lancer une start-up spécialisée dans les systèmes de sécurité résidentielle intelligente, un secteur en pleine expansion. Claire, quant à elle, enseignait la littérature dans un lycée à Croix-Rousse, passionnée par la poésie du XIXe siècle et par les silences éloquents des grandes œuvres. Leur premier échange fut simple, presque banal. Une remarque de Claire sur le livre que Mathieu feuilletait, suivi d'un sourire, puis d'un café improvisé dans un bistrot voisin. Leurs univers n'avaient rien en commun, mais peut-être était-ce justement ce contraste qui les attira l'un vers l'autre. En quelques semaines, les rendez-vous se firent réguliers, rythmés par des balades le long du Rhône, des débats animés sur la littérature contemporaine et les confidences tardives qui naissent dans l'intimité d'une complicité grandissante. Mathieu adorait la façon dont Claire trouvait de la beauté dans les détails les plus insignifiants. Elle, de son côté, voyait en lui un homme rare, à la fois ambitieux et sincère, déterminé mais attentif. 1 an plus tard, ils se marièrent dans une cérémonie discrète à la mairie du 6e arrondissement, entourés de quelques amis proches et de la famille. Ils s'installèrent dans un appartement spacieux, avec vue sur le Saône, à quelques pas du quai Saint-Vincent. Leurs journées étaient des fêtes de rituels doux, le café du matin, les lectures sur le balcon, les retours de travail ponctués de récits passionnés, et cette chaleur paisible qui émanait d'eux quand ils étaient ensemble. Rapidement, l'idée de fonder une famille devint une évidence. Claire avait toujours rêvé de devenir mère. Pour Mathieu, c'était l'image d'une vie complète, une maison pleine de rires, de jouets éparpillés et de dimanche matin en pyjama à regarder des dessins animés. Ils commencèrent à essayer, d'abord avec excitation, puis avec une patience résolue, et enfin avec cette angoisse silencieuse qui s'installe quand les mois passent sans résultat. Au bout d'1 an, les premiers examens médicaux révélèrent une complexité qu'aucun d'eux ne voulait envisager. Les médecins restaient prudents, évoquant des cycles irréguliers, du stress, des chances toujours possibles. Mais après 3 ans d'échecs successifs, de traitements hormonaux et de rendez-vous douloureux, le verdict tomba. Claire souffrait d'une forme rare d'insuffisance ovarienne prématurée. La probabilité d'une grossesse naturelle était presque nulle. Ce fut un choc. Claire se sentit brisée, inadéquate, honteuse, sans raison. Mathieu tenta au début de l'envelopper de soutien. Il répétait que ce n'était pas grave, que leur amour suffisait. Mais peu à peu, des fissures invisibles apparurent. Des silences s'épaissirent autour d'eux, des regards fuyants remplacèrent les mots réconfortants. Ils rentraient plus, tard du travail, parlaient moins, riaient encore moins. Pourtant, Claire s'accrochait. Elle refusait de croire que ce rêve pouvait leur être interdit. Elle lisait des forums, consultait de nouveaux spécialistes, envisageait l'adoption, la favait avec d'honneur. Mais chaque suggestion rencontrait désormais une distance glaciale chez Mathieu. Il ne disait pas non, mais il ne disait plus oui non plus. Ce mutisme lui faisait plus mal que la stérilité elle-même. Une nuit d'octobre, alors que les feuilles mortes tapissaient les trottoirs de la presqu'île et que l'air sentait déjà l'hiver, Claire rentra du travail et trouva Mathieu assis dans le salon, les yeux fixés sur une photo d'eux prise à Menton lors de leur lune de miel. Sans lever les yeux, il dit d'une voix blanche « Je ne peux plus. Je ne peux pas imaginer une vie sans enfant. » Il n'y avait ni colère ni tendresse, juste une fatigue immense, une résignation douloureuse. Claire comprit. Elle ne supplia pas. Elle monta, fit sa valise en silence, puis redescendit, le regard embué. « Tu pourrais au moins dire que tu m'aimes encore, » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Elle franchit la porte avec un dernier regard vers l'appartement qui avait abrité leurs rêves. La pluie commençait à tomber sur Lyon.
Claire descendit les escaliers de l'immeuble comme elle les avait montés 3 ans plus tôt, le cœur lourd cette fois. Elle partit sans se retourner, une valise à la main et les larmes d'un amour fracturé par l'épreuve que la vie leur avait imposée. Le silence s'était installé dans l'appartement comme une présence tangible. Après le départ de Claire, Mathieu resta seul au bord du canapé, la photo toujours posée sur ses genoux, figée dans le passé. Les jours qui suivirent, il erra comme un fantôme dans cet espace désormais trop grand, trop vide. Les draps conservaient encore l'odeur de Claire, le placard abritait ses livres favoris, soigneusement rangés selon une logique que lui seul ne comprenait pas. Il n'eut pas le courage de toucher à quoi que ce soit. Il vivait au milieu de souvenirs devenus douloureux, étouffés par la culpabilité et par cette sensation étrange d'avoir tout gâché sans savoir comment réparer. Mais s'il souffrait, il n'en montra rien. Mathieu avait appris très tôt à contenir ses émotions, à les dissimuler derrière le masque impénétrable du succès. Son entreprise continuait à croître, les investisseurs se multipliaient et ses projets étaient salués dans les cercles d'affaires les plus influents. Il acheta un nouveau bureau au cœur de la Part-Dieu, agrandit son équipe, voyagea souvent à Paris et à Genève pour conclure des contrats. Vu de l'extérieur, il semblait triompher. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était éteint. Ce n'était pas simplement l'absence de Claire. C'était cette rupture avec une promesse de vie, ce vide laissé par le futur imaginé à deux. La pression familiale n'avait rien arrangé. Sa mère, Madeleine, femme austère et possessive, n'avait jamais vraiment accepté Claire. Elle l'avait jugée trop rêveuse, trop effacée, pas assez ambitieuse pour son fils. Dès qu'elle apprit que le couple n'aurait pas d'enfant, elle insista de manière implicite mais persistante pour que Mathieu revoie ses priorités. « Tu as encore le temps de reconstruire ta vie avec une femme qui pourra vraiment fonder une famille », lui disait-elle, un thé à la main, dans son appartement du 6e arrondissement. Au début, Mathieu refusait d'écouter. Il persistait à croire qu'il pourrait surmonter cela avec Claire. Mais l'infertilité, bien plus qu'un problème médical, était devenu un mur invisible entre eux. Chaque tentative échouée, chaque cycle mensuel se terminant dans les larmes, avait ajouté une brique à ce mur. Il s'était senti impuissant, frustré, trahi même, sans oser le dire. Dans cette société où l'homme doit porter le flambeau, du nom de l'héritage de la descendance, il vivait l'échec de son couple comme une blessure à son identité. Et il s'était laissé envahir par cette douleur muette jusqu'à ne plus reconnaître la femme qu'il avait aimée. La dernière année avait été marquée par une série de disputes silencieuses. Pas de cris, pas d'assiettes brisées, juste des silences de plus en plus longs, des gestes mécaniques, des regards fuyants. Claire, pourtant, avait continué à croire. Elle lui laissait des mots doux sur la table du petit déjeuner, cuisinait ses plats préférés, proposait des week-ends improvisés, mais Mathieu restait absent, absorbé par ses écrans, ses chiffres, ses projets. Et derrière cette façade occupée, il y avait une peur qu'il n'avouait à personne, celle de vieillir sans enfant, d'arriver à 60 ans dans une maison silencieuse, sans rire, sans mouvement, sans héritier. Il finit par faire ce que beaucoup d'hommes dans sa position auraient fait. Il se convainquit que l'amour ne suffisait pas, que la paternité était une mission sacrée, non, négociable, qu'il avait le devoir pour lui-même, pour son nom, pour son avenir, de s'offrir une seconde chance. Claire, malgré toutes ses qualités, ne pouvait plus faire partie de cette équation. Et dans ce raisonnement brutal, il la raya de sa vie comme on referme un dossier gênant. La nuit où il lui demanda de partir, il ne ressentit ni soulagement, ni victoire. Il s'enferma dans son bureau, fixa longtemps l'écran noir de son ordinateur et alluma une cigarette, chose qu'il n'avait pas faite depuis l'université. Il pensa à leur début, à ce rire de Claire qui résonnait dans la cuisine pendant qu'elle lisait à haute voix des poèmes absurdes. Il pensa à leur projet, à la chambre qu'ils avaient peinte en vert clair dans l'espoir qu'elle devienne un jour celle de leur enfant. Tout cela n'était plus qu'un rêve gâché, et il en portait désormais la responsabilité entière. Dans les semaines suivantes, il s'efforça de tourner la page. Il engagea une femme de ménage pour faire disparaître les dernières traces de Claire dans l'appartement. Il changea la décoration, réorganisa les meubles, remplaça même la vaisselle. Il sortit davantage, accepta les invitations à des galas, fréquenta quelques femmes belles et brillantes, mais aucune ne parvint à combler le vide. À chaque sourire trop parfait, il se souvenait de celui, plus discret mais infiniment sincère, de Claire.
il ne chercha pas à la recontacter. Pas une lettre, pas un appel. Il considérait que le passé devait rester là où il était. Claire, de son côté, resta silencieuse. Aucun des deux ne fit le premier pas. Leur chemin, pensait-il, ne se croiserait plus jamais. Mais le destin, capricieux et cruel, n'avait pas dit son dernier mot. Nice accueillit Claire avec l'indifférence douce des villes côtières. C'était en plein hiver, et la mer, grise et étale, semblait refléter son propre état intérieur. Elle n'avait emporté que le strict nécessaire, quelques vêtements, ses livres les plus précieux, un carnet de notes et un sac de souvenirs trop lourd pour être laissé derrière. Les premières semaines furent difficiles. Elle avait trouvé une chambre meublée dans un petit immeuble de cimier, loin du tumulte du centre-ville, et passait ses journées à errer sans but précis entre les ruelles de la vieille ville et les allées du marché aux fleurs. Elle ne pleurait plus, non parce qu'elle avait cessé de souffrir, mais parce que la douleur était devenue une compagne muette, constante. Sa première véritable décision fut de reprendre son métier. Enseigner avait toujours été pour elle une manière de rester connectée à la beauté du monde, même dans ses moments les plus sombres. Elle postula dans plusieurs établissements et obtint rapidement un poste de professeure remplaçante dans un lycée public du quartier de Magnan. Le salaire n'était pas élevé, mais suffisant pour entamer une nouvelle vie. Ses élèves, parfois dissipés, parfois touchants, lui offrirent peu à peu un miroir dans lequel elle retrouvait des bribes de son ancienne force. Chaque vers de Victor Hugo qu'elle déclamait en classe était aussi une déclaration à elle-même. Elle survivrait. Claire se reconstruisit en silence. Elle évitait les réseaux sociaux, les contacts avec ses anciens amis de Lyon et surtout toute mention de Mathieu. Le nom seul lui serrait la poitrine. Elle n'essayait pas de comprendre ses raisons, ni de le juger. Elle avait accepté qu'il l'avait aimé, mais qu'il n'avait pas su rester. Peut-être que l'amour n'était pas suffisant. Peut-être que certains hommes, malgré leur sincérité, n'étaient pas capables de faire face à certaines épreuves. Elle ne voulait plus analyser. Elle voulait avancer. Elle trouva un petit appartement dans le quartier du port, avec vue partielle sur la mer. Ce n'était pas luxueux, mais chaleureux. Elle s'occupa à décorer chaque pièce avec soin, choisissant des objets dans les brocantes, cousant elle-même les rideaux, remplissant les étagères de livres anciens et de plantes vertes. Le soir, elle écrivait dans son carnet. Des pensées, des fragments de souvenirs, parfois des lettres adressées à un futur qui lui semblait encore abstrait. Ces lettres, elle les rangeait dans une boîte en bois qu'elle gardait près de son lit. Les années passèrent. 3, puis 4, puis 5. Elle ne chercha jamais à se remarier, ni même à fréquenter quelqu'un sérieusement. Elle avait fait la paix avec sa solitude, non comme une punition, mais comme un espace sacré. Son quotidien s'était empli de petites routines rassurantes. Le marché du samedi matin, le café en terrasse avec un roman, les promenades sur la promenade des Anglais, les cours à préparer et les copies à corriger. Elle s'était aussi engagée dans une association locale qui offrait du soutien scolaire aux enfants en difficulté. Là, elle retrouvait un sens profond à sa vocation. Et puis un jour, quelque chose changea. Ce fut discret d'abord, un simple rendez-vous médical de contrôle, une conversation inattendue avec une nouvelle gynécologue, un mot glissé comme une possibilité. Claire n'y crut pas immédiatement. Elle avait depuis longtemps renoncé à cette idée, la maternité. Mais la curiosité puis l'espoir finirent par prendre le dessus. Elle passa de nouveaux examens. Les résultats, bien que prudents, n'étaient pas aussi catégoriques qu'elle l'avait cru. Le diagnostic d'infertilité absolue semblait avoir été posé avec précipitation. Il existait une fenêtre minuscule, incertaine mais réelle. Elle hésita, longuement. Puis elle se souvint d'un épisode qu'elle avait presque oublié, un prélèvement génétique réalisé à Lyon, à la demande de Mathieu, dans un centre de préservation de fertilité, au tout début de leur parcours médical. À l'époque, cela leur avait été proposé comme une formalité, un protocole standard avant toute tentative assistée. Le matériel avait été conservé. Elle contacta la clinique. Le dossier était encore actif. Le sperme de Mathieu était stocké, intact, protégé par un accord signé à l'époque. En vertu des lois françaises, et du fait qu'elle en était encore bénéficiaire, elle pouvait légalement procéder à une insémination. Elle réfléchit pendant des semaines. Était-ce une trahison? Était-ce égoïste? Était-ce un
Acte de revanche? Elle ne voulait rien de tout cela. Elle voulait une seconde chance. Pas pour réparer le passé, mais pour construire quelque chose qui lui appartiendrait. Elle décida de tenter. Une fois, sans rien attendre, sans illusion. Contre toute attente, cela fonctionna. La grossesse fut difficile. Claire vécut chaque mois dans une tension constante, entre la joie discrète et la peur viscérale. Elle garda le secret pour elle seule. Personne ne savait. Elle évita les photos, les visites, les annonces. Elle accoucha à l'hôpital Pasteur, une nuit d'été, sous une lune pleine. Lorsqu'on lui posa la petite fille sur la poitrine, elle pleura, longuement, sans retenue. Elle l'appela Camille. Les premiers mois furent une découverte perpétuelle. Chaque sourire, chaque pleur, chaque nuit sans sommeil, chaque éclat de rire était un monde nouveau. Camille avait les yeux de Claire, mais en grandissant, son visage prit des traits de plus en plus familiers. Cette bouche, ce regard, cette façon de froncer les sourcils, Claire savait. Elle n'avait jamais douté. Camille était la fille de Mathieu, biologiquement et profondément. Mais elle avait promis de protéger son enfant. Alors elle n'en parla à personne, pas même dans ses lettres. Elle voulait que Camille grandisse loin de la douleur, loin des reproches, loin de la violence des adultes incapables d'aimer sans condition. Et pendant 6 ans, elle y parvint. Elle éleva Camille seule, avec tendresse, avec rigueur, avec une générosité sans faille. Sa fille a été curieuse, vive, aimante. Et Claire se disait chaque soir qu'elle avait eu raison d'y croire. Elle ne savait pas encore que le passé, patient et silencieux, allait un jour frapper de nouveau. Le hall du terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'une agitation constante. Les annonces résonnaient par-dessus le brouhaha, des valises roulant sur le sol, des enfants courant entre les rangées de sièges, des voyageurs pressés scrutant les écrans d'embarquement. Mathieu attendait un vol pour New York, une conférence importante sur les nouvelles intelligences résidentielles, où il devait présenter un prototype inédit. Mais ce matin-là, il ne parvenait pas à se concentrer. Le vol avait été retardé de 2 heures, et son esprit, bien qu'il essayât de s'en convaincre, n'était pas occupé par les slides de sa présentation ni par les notes de son discours. Il marchait de long en large près de la porte F-26, son téléphone à la main, feignant de lire des courriels. Son esprit vagabondait. Il avait dormi peu, rongé par une insomnie sans cause apparente. Peut-être un pressentiment, peut-être une mémoire trop vive. Il s'arrêta un moment près d'un café et commanda un expresso. S'assit, laissa ses yeux errer dans la foule. C'est alors que son regard se fixa. Une petite fille, pas plus, de 5 ou 6 ans, tenait la main d'une femme accroupie à côté d'un sac rose bonbon. Elle avait de longs cheveux bruns, légèrement ondulés, attachés en une queue de cheval haute, un petit imperméable beige et des bottes rouges. Mais ce n'était pas cela qui frappa Mathieu. C'étaient ses yeux. 2 grands yeux noisettes, en amande, avec un éclat qu'il connaissait trop bien. Il se vit enfant dans un miroir vivant. La forme du visage, le pli des lèvres, la manière de froncer légèrement le sourcil droit en parlant, c'était lui. Son cœur se mit à battre plus vite, non pas à cause de la ressemblance, mais à cause de la femme qui l'accompagnait. Elle venait de se redresser, tournant légèrement la tête, révélant un profil qu'il n'avait pas vu depuis des années. Claire. Son souffle se coupa. Il resta figé, incapable de détourner les yeux. Le monde autour sembla ralentir. Le bourdonnement du terminal s'éloigna, comme étouffé par une cloche invisible. Il se leva lentement, comme porté par une force étrangère, et se dirigea vers elle, sans réfléchir. Claire ne l'avait pas vue immédiatement. Elle aidait la petite à remettre son sac sur l'épaule. Puis, sentant une présence, elle leva les yeux. Leur regard se croisa. Le choc fut brutal pour l'un comme pour l'autre. Claire eut un mouvement de recul à peine perceptible, mais son visage trahit une émotion complexe. Surprise, trouble, crainte. Mathieu, lui, était abasourdi. Il regarda Claire, puis l'enfant, puis encore Claire, incapable de formuler un mot. La fillette, quant à elle, le regardait avec curiosité, songeuse. Puis, dans un élan spontané, elle lui adressa un sourire franc, désarmant, et dit simplement « Bonjour, monsieur ». Sa voix. Claire avait cette même voix à son âge, claire et douce, avec une musicalité naturelle. Ce détail suffit à faire vaciller les dernières résistances de Mathieu. Il s'approcha davantage, comme s'il devait s'assurer qu'il ne rêvait pas. Claire posa instinctivement une main protectrice sur l'épaule de sa fille.
Ce geste n'était pas menaçant, mais ferme. Il y avait dans ses yeux une mise en garde silencieuse, une frontière invisible qu'il comprit immédiatement, mais qu'il ne put respecter. Il devait savoir. « Claire », dit-il enfin, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard passait de lui à l'enfant, comme pour mesurer le danger, l'impact. Elle prit une inspiration profonde, puis dit simplement « Mathieu ». Un silence dense s'installa. Ils étaient là, au milieu du tumulte d'un des plus grands aéroports d'Europe, figés comme deux personnages d'un tableau figé par le destin. Mathieu baissa enfin les yeux vers la petite. Elle semblait fascinée par cet homme que sa mère ne pouvait pas quitter des yeux. Elle se tourna vers Claire et demanda « C'est qui, maman ?» Claire répondit avec une douceur étrange « C'est un vieil ami. » Mathieu reçut cette phrase comme une gifle. Un vieil ami. Était-ce ainsi qu'elle le voyait désormais? Peut-être était-ce la seule manière pour elle de se protéger. Il sentit un vertige monter en lui. La fillette reprit la parole, insouciante. « Il a les mêmes yeux que moi. » Claire ne dit rien. Mathieu sentit sa gorge se nouer. Il ouvrit la bouche, referma, tenta de retrouver ses mots. Il s'accroupit lentement, posa un genou à terre, regarda la petite dans les yeux. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. Elle répondit avec fierté « Camille, Camille ». Le nom résonna en lui comme une cloche ancienne. Claire avait toujours aimé ce prénom. Il se releva, les mains tremblantes. « Claire » murmura-t-il. Elle comprit alors qu'il avait deviné. Elle prit Camille par la main. « Nous devons y aller. » Il tenta de la retenir d'un geste. « Attends. » Mais Claire le regarda, ferme. « Pas ici, Mathieu. » Elle se détourna. Il resta là, immobile, à la regarder s'éloigner avec cet enfant qui lui ressemblait tant qu'il ne pouvait pas douter. Camille se retourna une dernière fois et lui fit un petit signe de la main. Puis elles disparurent dans la foule. Mathieu resta, là encore longtemps, sans bouger. Le haut-parleur annonçait enfin l'embarquement pour son vol. Il ne l'entendit même pas. Il n'avait plus de raison d'aller à New York. Il avait cru à un mirage. Un fantôme du passé peut-être, façonné par la fatigue et le manque de sommeil. Mais non, c'était bien elle. Claire, debout à quelques mètres, tenant la main de Camille, une fillette qui avait ses traits à lui, cette ressemblance frappante que même un inconnu aurait remarquée. Le monde semblait avoir cessé de tourner à l'instant précis où leurs regards s'étaient rencontrés. Un éclair silencieux traversa l'espace entre eux. Claire n'eut pas besoin de mots. Elle était figée, le souffle suspendu, comme si elle avait été prise en faute ou arrachée à un rêve fragile qu'elle avait tenté de protéger pendant des années. Elle savait que cette rencontre ne resterait pas sans conséquence. Mathieu s'approcha lentement. Chaque pas résonnait dans sa tête comme une déflagration. Il ne savait pas s'il devait parler, s'il avait même le droit d'ouvrir la bouche. Son cœur battait à un rythme irrégulier, mêlant colère, douleur, étonnement et une sensation encore plus insidieuse, l'espoir. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, laissant une distance prudente, respectueuse. Il ne voulait pas l'effrayer ni l'attaquer, mais il ne pouvait pas repartir sans comprendre. Claire baissa les yeux un instant, tentant de contenir ce qui montait en elle. La panique, le passé, les souvenirs qu'elle avait ensevelis sous des années de silence volontaire. Elle serra un peu plus la main de Camille, qui, sans comprendre, la regardait puis regardait Mathieu avec une curiosité tranquille. La petite sourit à Mathieu, comme si elle ressentait quelque chose de familier. Ce sourire, pur et sincère, le déstabilisa plus que tout. Il voyait en elle une part de lui indéniable, irréfutable. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une projection, il en était sûr. Il s'humecta les lèvres et demanda presque en chuchotant, sans oser trop espérer, « C'est ta fille ?» Claire ne répondit pas immédiatement. Son regard se perdit quelques secondes dans celui de Camille. Puis elle hocha la tête. « Oui », une simple réponse, mais qui portait en elle tout un monde de secrets. Mathieu sentit une décharge lui parcourir le corps. Il voulut parler, mais les mots se bousculaient sans former de phrase. Claire, voyant son trouble, prit une inspiration et dit, plus fermement, cette fois, « Elle s'appelle Camille ». Il répéta presque pour lui-même, « Camille ». Ce nom lui faisait l'effet d'un coup dans le ventre. Il y avait une douceur poignante dans ce prénom. Il connaissait les goûts de Claire, ses rêves, ses préférences. Camille avait dû être un choix réfléchi, un hommage peut-être,
ou une continuité de ce qu'ils n'avaient jamais eu le droit de vivre ensemble. La petite restait calme, attentive. Elle regardait Mathieu comme on regarde une énigme agréable. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas l'intuition du tumulte que sa présence éveillait. Elle s'approcha d'un pas, toujours tenant la main de sa mère, et dit d'une voix limpide « Vous avez les mêmes yeux que moi ». Le cœur de Mathieu se contracta. Claire voulut intervenir, mais elle resta silencieuse. Trop de choses passaient dans ce regard entre l'enfant et l'homme. Il y avait de l'innocence d'un côté, du bouleversement de l'autre. Il s'agenouilla lentement à hauteur de Camille, essayant de garder son calme. « Tu es très jolie, Camille. » Elle sourit, légèrement flattée. Puis elle demanda « Tu t'appelles comment ?» Il hésita. « Mathieu. » Claire, immédiatement, posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Camille, viens, il faut y aller. » La voix était douce mais ferme. L'instinct maternel reprenait le dessus. Camille obéit sans protester. Elle fit un petit signe à Mathieu, puis tourna le dos. Claire resta encore une seconde. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Ce n'était pas un regard de haine, ni même de reproche. C'était un regard de douleur contenue, de cicatrices mal refermées. Et puis elle partit, emportant avec elle l'enfant et le silence. Mathieu resta figé. Il n'avait pas posé toutes les questions. Il n'avait eu aucune réponse claire. Mais une chose était certaine. Camille existait. Camille vivait. Et Camille était sa fille. Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Son esprit rationnel, celui de l'entrepreneur brillant, voulait organiser, comprendre, vérifier, maîtriser. Mais rien ne pouvait être maîtrisé ici. C'était l'irruption du passé dans le présent, sans avertissement, sans préparation. Il ne prit pas son vol. Il retourna à l'hôtel qu'il avait réservé pour la nuit, annulant tout ce qui pouvait l'être. Il s'assit devant la fenêtre, regardant les avions décoller dans le ciel gris de Roissy, sans vraiment les voir. L'image de Claire avec Camille ne quittait pas ses pensées. Il se rappelait leur dernier échange, les mots blessants qu'il lui avait dits, la porte qui se refermait sur elle cette nuit-là. Et maintenant, elle avait continué, seule, avec cette petite fille née d'une histoire qu'il croyait terminée. Il ne dormait pas. Il essayait de se convaincre que ce n'était pas possible, que Claire avait peut-être refait sa vie avec quelqu'un qui lui ressemblait. Mais non. Les traits, le regard, l'attitude, tout en Camille parlait de lui. Il n'y avait pas de doute. Le lendemain matin, il commença à chercher. Il voulait la retrouver. Pas pour se venger, pas pour s'imposer, mais pour comprendre. Il avait besoin de savoir pourquoi il n'avait jamais su, pourquoi elle ne lui avait rien dit, pourquoi il avait été exclu de ce moment le plus essentiel de toute leur histoire. Il se promit qu'il découvrirait la vérité et qu'il ferait tout, absolument tout, pour entrer dans la vie de Camille, car il le sentait déjà, dans un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années. Il l'aimait, cette petite, avant même de la connaître, parce qu'elle était la part oubliée de son propre cœur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'obsessions silencieuses pour Mathieu. Rien ne semblait avoir de sens depuis ce moment suspendu dans le hall de l'aéroport. Les traits de Camille hantaient ses pensées. Son regard, son sourire, sa voix, tout le ramenait à cette certitude écrasante. Elle était sa fille. Il ne pouvait plus penser à autre chose. Il essayait, bien sûr. Il ouvrait son ordinateur, consultait ses dossiers, répondait à quelques appels. Mais chaque tâche semblait futile, chaque parole prononcée au téléphone dénuée de sens. Son monde entier avait basculé sans prévenir, et il ne pouvait revenir en arrière. Il avait cherché Claire sur les réseaux sociaux, en vain. Elle avait toujours eu une relation distante avec la technologie, et tout portait à croire qu'elle n'avait pas modifié cette habitude. Il contacta d'anciens collègues à Lyon, puis des connaissances communes, des amis qu'ils avaient perdus de vue depuis des années. Très peu savaient où elle était allée. Ceux qui savaient se montraient vagues ou embarrassés. Mathieu comprenait. Il l'avait expulsée sans appel, sans tendresse, sans pardon. Claire avait disparu de sa vie et du cercle qu'ils avaient partagé comme une feuille emportée par le vent. Mais il ne pouvait pas renoncer. Il avait trop de questions, trop de regrets, trop de choses à comprendre. C'est pourquoi, un matin, il prit une décision qu'il n'aurait jamais envisagée autrefois, engager un détective privé. Il contacta une agence discrète, expliqua la situation de manière succincte. Une ancienne compagne, introuvable depuis des années,
aperçu récemment avec un enfant. Il donna les quelques éléments qu'il possédait, y compris la photo de Claire qu'il avait gardée dans un vieux dossier de son téléphone. Une image prise à Lyon, lors d'un anniversaire qu'ils avaient célébré dans un restaurant au bord du Rhône. Il n'eut pas à attendre longtemps. Quelques jours plus tard, le détective l'informa que Claire vivait désormais à Nice, dans un quartier résidentiel non loin du port. Elle enseignait dans un lycée public et semblait mener une vie paisible, discrète. La fillette qu'il avait vue s'appelait bien Camille, inscrite dans une école primaire à quelques rues du domicile. Les preuves étaient là, tangibles, irréfutables. Mathieu remercia l'homme, le paya généreusement et, sans prévenir personne, prit le premier train pour Nice. Il arriva au lever du jour. La ville s'éveillait doucement, baignée par une lumière dorée et la brise saline de la Méditerranée. Il n'était pas venu en conquérant. Il ne savait même pas ce qu'il dirait. Il voulait juste la voir, entendre sa voix, comprendre ce qui avait bien pu se passer pour qu'elle lui cache l'existence de leur fille. Il marcha dans les rues étroites de la vieille ville, le cœur battant, ses pensées embrouillées. Il s'arrêta devant l'immeuble que le détective lui avait indiqué. Il hésita longuement, puis, dans un élan irrépressible, sonna à l'interphone. Claire ouvrit la porte quelques minutes plus tard. Elle portait un pull large et un jean usé. Ses cheveux étaient attachés en un chignon négligé et ses yeux trahissaient une fatigue mêlée de stupeur. Elle ne dit rien. Elle le regarda comme on regarde un souvenir revenu frapper à la porte. Mathieu sentit sa gorge se nouer. « Claire, je ne pouvais pas rester sans comprendre. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de s'écarter légèrement pour le laisser entrer. L'appartement était modeste mais chaleureux. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants, de livres empilés, de plantes vertes qui grimpaient vers la lumière. Camille n'était pas là. Claire servit 2 verres d'eau. Le silence était pesant. Enfin, Mathieu parla. « C'est ma fille, n'est-ce pas ?» Claire le regarda droit dans les yeux. Elle hocha la tête. « Oui. » Le mot résonna en lui avec violence. Il s'assit, comme assommé. Il ferma les yeux un instant, tentant de maîtriser le tumulte qui grondait en lui. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Claire posa son verre, croisa les bras. « Parce que tu m'as dit que tu ne pouvais pas imaginer ta vie sans enfant, et tu m'as jeté dehors. Tu te souviens? Tu ne m'as pas laissé de place pour rester, encore moins pour revenir. » Mathieu voulut répliquer, mais il n'en avait pas le droit. Elle avait raison. Il n'avait pas seulement abandonné Claire, il avait renoncé à tout ce qu'ils étaient, sans chercher à comprendre, sans laisser une porte ouverte. Claire continua, la voix ferme mais sans agressivité. « Après notre séparation, j'ai continué les démarches. Un médecin m'a parlé d'une procédure expérimentale. Je me suis souvenu que ton matériel génétique était encore conservé. À la clinique, je n'ai rien volé, rien contourné. J'avais encore légalement le droit de l'utiliser. Et je l'ai fait, une seule fois. Je ne savais pas si ça allait marcher. Mais Camille est née. Et je l'ai élevée seule, parce que je ne voulais pas qu'elle grandisse avec un père qui n'en voulait pas. » Mathieu écoutait sans interrompre. Chaque mot était un coup porté à sa conscience. Il comprenait tout à coup la solitude de Claire, son courage, sa résilience. Il voyait dans les détails de cet appartement les preuves de l'amour qu'elle avait donné à leur fille. Et il comprenait qu'il n'avait aucun droit d'exiger quoi que ce soit, mais une chose était certaine, il ne pouvait plus faire semblant. Il devait être là d'une manière ou d'une autre. « Je veux la connaître, Claire. Je veux faire partie de sa vie. » Elle le fixa, impassible. « Ce n'est pas à toi de décider. Elle a grandi sans toi. Elle ne sait rien. Tu veux t'imposer dans sa vie comme si rien ne s'était passé ?» Mathieu secoua la tête. « Non, je veux juste une chance. Pour elle, pour moi. » Claire soupira. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle espérait qu'il n'arriverait jamais. Elle regarda l'horloge. Il était bientôt l'heure d'aller chercher Camille à l'école. « Je ne te promets rien, Mathieu. Pas maintenant. Mais si tu veux vraiment comprendre, alors il faut que tu l'écoutes, que tu vois par toi-même ce que tu as manqué. » Il acquiesça, les larmes aux yeux. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait. Mais il savait que, quoi qu'il en coûte, il ne refermerait plus jamais cette porte. Depuis son retour à Paris, Mathieu n'était plus le même. Ce qu'il avait découvert chez Claire l'avait secoué jusqu'au plus profond de lui-même. Il n'y avait plus de place dans son esprit pour les chiffres, les objectifs trimestriels ou les réunions stratégiques.
Chaque pensée, chaque respiration même, était envahie par l'image de Camille. Il la revoyait courir dans le couloir de cet appartement niçois, rire aux éclats alors qu'elle ouvrait sa boîte de feutre, dessiner maladroitement une maison avec 3 personnages devant, Claire, elle et un espace vide. Ce vide, c'était lui. Il n'était pas là. Il ne l'avait jamais été. Et cette absence, visible jusque dans les dessins enfantins, le hantait. Il tenta de reprendre le cours normal de ses jours. Il se força à se rendre au travail, à participer aux réunions, à répondre aux sollicitations. Mais ses collaborateurs sentaient bien qu'il n'était plus vraiment présent. Il fixait des points invisibles, oubliait des rendez-vous, répondait à côté. Certains pensaient qu'il traversait une dépression discrète. D'autres murmuraient qu'il vivait une crise existentielle. Aucun ne savait qu'il venait de découvrir qu'il était père d'une enfant de 6 ans. Chaque soir, Mathieu rentrait chez lui et relisait les quelques notes qu'il avait prises à Nice. L'adresse de l'école de Camille, les horaires de sortie, les habitudes de Claire. Il avait honte de s'être laissé entraîner par cette fièvre de connaissance, de surveillance presque. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Il ne s'agissait pas de contrôle. Il voulait juste comprendre qui était sa fille. Ce qu'elle aimait, ce qui la faisait rire, comment elle réagissait face aux choses simples de la vie. Il n'avait pas eu droit à ses premières années. Maintenant qu'il savait, il ne pouvait pas rester dans l'ignorance. Un matin, il prit un nouveau train vers Nice. Il n'annonça rien à Claire. Il se posta à distance de l'école, observant discrètement. Il la vit sortir en courant, un sac à dos bleu ciel rebondissant sur ses épaules, une barrette rose tenant une mèche de cheveux rebelle. Elle riait avec une amie, salua sa maîtresse, chercha du regard sa mère. Claire arriva peu après, en Mantoni-Setti, marchant vite, le visage fermé. Mathieu resta caché, dissimulé derrière un arbre, honteux de son comportement mais incapable de s'en aller. Il répéta cela plusieurs fois. Jamais il ne s'approcha. Il restait à distance, prenant soin de ne jamais être vu. Chaque observation lui arrachait le cœur. Il aurait dû être là. Pour la première dent tombée, pour la première grippe, pour les anniversaires. Il ne savait rien d'elle, de ses peurs, de ses rêves. Et pourtant, elle portait en elle une part profonde de lui. Mais cette obsession devint trop lourde à porter. Il sentait qu'il frôlait la limite du supportable. Il ne voulait pas devenir un voyeur de la vie de sa propre fille. Il devait agir. Il devait savoir s'il pouvait, d'une façon ou d'une autre, réparer. Il recontacta Claire. Elle refusa de le voir. Sa voix au téléphone était froide, distante. Elle disait ne pas vouloir que Camille soit perturbée, qu'elle avait besoin de stabilité et de repères clairs. Mathieu tenta de l'amadouer, de lui dire qu'il voulait avancer avec respect, lentement, sans brusquer. Claire resta inflexible. Alors, dans un moment de frustration mêlée à la peur de tout perdre, Mathieu commit l'irréparable. Il contacta un avocat spécialisé en droit de la famille. Il voulait lancer une procédure de reconnaissance de paternité. Il ne savait pas s'il allait aller jusqu'au bout. Il espérait encore que Claire changerait d'avis. Mais il voulait se protéger. Il voulait garder une trace, une preuve. Il pensait aussi, sans oser l'avouer, qu'un juge pourrait peut-être forcer Claire à lui accorder une place. La procédure fut lancée discrètement. Il signa les papiers, remit les informations connues, accepta de passer par les étapes nécessaires. Il ne voulait pas que cela devienne public, mais il sous-estimait la portée de son nom. Mathieu Benoît n'était pas un homme anonyme. Les médias spécialisés, les rubriques économiques, les réseaux sociaux firent rapidement le lien entre cette affaire familiale et l'entrepreneur millionnaire. En quelques jours, des articles parurent. Rien de sensationnaliste, mais assez pour semer l'embarras. Claire en fut informée par des collègues. Elle vit son nom circuler, vit des inconnus commenter sa vie, son choix d'élever seule une enfant. Elle fut dévastée. Camille aussi sentit que quelque chose changeait. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère était si tendue, pourquoi elle répondait si sèchement au téléphone, pourquoi elle la prenait par la main avec plus de fermeté qu'à l'habitude. Un jour, alors qu'elles rentrèrent de l'école, Camille demanda « Maman, pourquoi les gens veulent savoir qui je suis ?» Claire s'arrêta, surprise. Elle ne savait pas que Camille avait entendu. L'enfant la regardait avec ses grands yeux pleins de questions. Claire s'agenouilla, tenta de sourire. « Parce que tu es unique, ma chérie. Et parfois, les adultes font des choses bêtes quand ils ne savent pas comment aimer. » La nuit, Claire ne dormait plus. Elle lisait les articles,
relisait les lettres, jamais envoyées qu'elle avait écrites à Mathieu pendant sa grossesse. Elle avait tant voulu lui dire, elle avait eu peur. Et maintenant, c'était lui qui brisait leur monde fragile. Elle comprenait sa douleur, mais elle ne lui pardonnait pas son intrusion. Camille n'était pas une revanche. Elle était une victoire silencieuse sur la solitude, sur l'abandon. Mathieu, de son côté, regrettait déjà d'avoir engagé la procédure. Il ne voulait pas exposer Claire. Il voulait seulement être reconnu, pouvoir bâtir quelque chose avec sa fille. Il se disait que la vérité devait éclater. Mais à quel prix? Le mal était fait. Il restait à espérer que de cette tourmente, quelque chose puisse encore naître, quelque chose de vrai. Le procès n'avait pas encore commencé, mais la tension entre eux avait atteint un point de rupture. Claire, qui avait tout fait pour protéger sa fille, se sentait trahie, exposée, envahie dans sa sphère la plus intime. Nice, qui jusque-là avait été un refuge, se transforma soudain en un espace oppressant. Elle ne pouvait plus aller chercher Camille à l'école sans craindre les regards curieux, les murmures, les questions déplacées. Elle avait pensé que, dans le pire des cas, elle affronterait la solitude, les difficultés financières, les nuits sans sommeil. Mais jamais elle n'avait imaginé devoir faire face à une campagne de curiosité publique lancée par l'homme même qu'il avait jadis abandonné. Mathieu, malgré tout, ne se considérait pas comme un agresseur. Il se voyait comme un père privé de son droit fondamental, celui de connaître sa fille. Il répétait sans cesse à son avocat qu'il ne voulait pas nuire à Claire, qu'il souhaitait juste un dialogue, une reconnaissance, une possibilité de tisser un lien. Mais l'affaire était désormais entre les mains de la justice, et les émotions n'avaient plus de place dans les dossiers empilés, dans les convocations officielles et les analyses génétiques prévues. Un soir de fin d'hiver, alors que le ciel se teintait d'orange au-dessus de la baie des Anges, Mathieu décida de se rendre une nouvelle fois chez Claire. Il n'avait pas prévenu. Il n'avait pas réfléchi longtemps. Il était poussé par une urgence viscérale, une nécessité de parler sans intermédiaire, de briser le mur de silence avant qu'il ne soit trop tard. Il arriva devant l'immeuble, attendit quelques minutes, comme pour se convaincre de la justesse de son geste, puis sonna. Claire ouvrit la porte, l'air épuisé. Elle tenait une serviette à la main, signe qu'elle venait de sortir Camille du bain. Elle le regarda sans un mot. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle plainte. Mathieu se racla la gorge, tenta de sourire, mais le poids de la situation rendait tout geste affectueux impossible. « Je ne suis pas venu me battre, Claire. Je t'en prie, laisse-moi entrer. » Elle hésita puis recula légèrement. Il entra dans le salon, reconnut immédiatement les dessins de Camille, ses jouets éparpillés, le livre d'histoires ouvert sur le canapé. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Il prit place en silence. Claire referma la porte derrière elle, resta debout. Elle croisa les bras. « Pourquoi maintenant, Mathieu? Pourquoi tu fais ça? Tu veux quoi? Me punir? Me faire passer pour une menteuse ?» Sa voix était calme, mais chaque mot était une lame. Il secoua la tête. « Je ne veux pas te punir. Je veux comprendre. Je veux savoir. Et je veux être là. Pour elle. » Claire le fixa, l'air incrédule. « Être là? Après 6 ans? Tu crois qu'on entre dans la vie d'un enfant comme on entre dans une salle de réunion? Tu penses qu'il suffit d'un test ADN pour que tout se règle? Tu crois qu'un juge va faire de toi un père juste parce que tu viens de découvrir que tu l'es? » Mathieu resta silencieux. Elle avait raison. Il le savait. Mais il ne pouvait pas reculer. « J'ai commis des erreurs, Claire, de grandes erreurs. Mais Camille ne devrait pas payer pour elles. Je veux être dans sa vie, pas pour me racheter, mais parce que je l'aime. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Je l'aime. » Claire inspira profondément, les yeux brillants. Elle s'assit enfin face à lui. « Tu ne sais rien d'elle. Tu ne sais pas qu'elle aime les fraises, mais déteste qu'on les coupe. Tu ne sais pas qu'elle a peur de l'orage, qu'elle adore les livres sur les étoiles, qu'elle fait semblant de dormir juste pour que je lui raconte une deuxième histoire. Tu ne sais pas que sa voix change quand elle est nerveuse, que ses doigts tremblent quand elle ment, qu'elle pleure en cachette quand elle se sent coupable. Tu ne sais rien, Mathieu. » Il l'écoutait, la gorge nouée. Chaque détail qu'elle décrivait lui arrachait un morceau de cœur. Il aurait dû être là, mais il ne l'avait pas été. Claire reprit plus doucement cette fois. « Tu crois que j'ai fait ça pour me venger? Tu crois que j'ai voulu t'écarter? J'ai
passé des nuits entières à hésiter, à écrire des lettres que je n'ai jamais envoyées. J'avais peur, pas de toi, mais de ce que ta présence pourrait signifier pour elle, de ce que ton absence ensuite pourrait lui faire. Alors j'ai fait ce que j'ai cru être juste. Elle se leva, alla chercher une boîte posée dans une étagère. Elle l'attendit à Mathieu. « Ouvre ». Il obéit. À l'intérieur des dizaines de lettres soigneusement pliées, certaines jaunies par le temps, il en prit une au hasard, la déplia. L'écriture de Claire, nette, posée. Elle racontait une échographie, le choix du prénom, les premiers coups de pied ressentis, les angoisses nocturnes. Il ouvrit une autre, les premiers pas, les premiers mots, les chutes, les câlins. Il en lut une troisième, écrite la veille, de l'entrée à la maternelle. Claire y racontait sa peur de laisser Camille entre les mains d'étrangers, son espoir que la petite trouve des amis, et cette phrase qui le frappa de plein fouet, « J'aurais aimé que tu sois là pour la... » Voir avec son petit cartable, « Elle te ressemble tellement aujourd'hui. » Il ferma les yeux, incapable de retenir ses larmes. Claire l'observait, silencieuse. Pas pour le blesser, mais pour qu'il comprenne. Mathieu reposa les lettres, les mains tremblantes. « Je ne veux plus te faire de mal, je te le promets. Mais je ne peux pas rester à l'écart. Je ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. » Claire hocha la tête lentement. « Je n'ai pas les réponses, Mathieu. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Je suis fatiguée, j'ai peur. Mais si tu veux vraiment être là, tu vas devoir le prouver. Pas avec des mots, pas avec des procédures, avec des gestes, avec du temps, avec de la patience. » Il acquiesça. Pour la première fois depuis leur séparation, un pont fragile se dessinait entre eux. Rien n'était réparé, rien n'était encore acquis. Mais quelque chose venait de changer. Le lendemain de leur confrontation, Mathieu ne retourna pas à Paris. Il avait réservé une chambre dans un hôtel discret de la colline du château, surplombant la mer. Depuis la baie vitrée de sa chambre, il observait le mouvement lent des vagues contre les rochers. Il tenait la boîte dans ses mains, celle que Claire lui avait confiée, remplie de lettres jamais envoyées, de confessions écrites à l'abri du monde, d'émotions couchées sur le papier avec une honnêteté déchirante. Il les avait lues dans un état de transe, sans respirer, sentant à chaque mot le poids des années de silence, de solitude, d'amour maternel absolu. Il relut certaines lettres à l'aube, cherchant à y déchiffrer ce qu'il n'avait pas voulu voir autrefois. L'une d'elles, écrite quelques jours après la naissance de Camille, le bouleversa plus que les autres. Claire y décrivait l'instant exact où elle avait vu sa fille pour la première fois. Elle écrivait qu'elle avait immédiatement su qu'elle ne serait plus jamais seule, mais qu'elle porterait à jamais la double peine, celle d'aimer pour deux et celle de protéger contre ce qu'elle avait fui. Tu n'étais pas là, mais elle t'a souri comme si elle te connaissait déjà. Dans une autre lettre, Claire parlait des premiers pas de Camille, de ses hésitations, de sa chute sur le tapis, de ses bras tendus vers un vide symbolique, comme si elle cherchait à être rattrapée par quelqu'un qui n'était pas là. Mathieu se surprit à pleurer en silence, les épaules secouées par des sanglots qu'il ne parvenait pas à contrôler. Il ne s'était jamais autorisé à pleurer pour Claire. Il n'avait jamais pleuré leur séparation, ni leur douleur. Mais maintenant que Camille existait, que Camille avait un visage, une voix, une histoire, il se sentait écrasé par la vérité. Il avait été absent d'une vie entière. Il passa la journée à marcher dans les rues de Nice, une casquette sur la tête pour éviter d'être reconnu, son téléphone éteint. Il voulait rester dans cette bulle, dans cette ville qu'il avait vue redevenir humain. Il passa devant l'école de Camille sans s'arrêter. Il regarda les enfants sortir à la fin des cours. Il la vit, au loin, courir vers sa mère. Un dessin à la main, probablement un cadeau du jour. Il ne s'approcha pas. Il ne voulait pas voler cet instant. Il le regarda simplement comme on observe une scène qu'on n'ose pas encore rejoindre. Le soir venu, il retourna à l'hôtel et écrivit à son tour. Il prit une feuille vierge, une enveloppe, un stylo à l'encre noire. Il n'avait pas écrit de lettre depuis l'université. Ses mains tremblaient légèrement. Il adressa la lettre à Claire, mais au fond, elle était destinée à Camille. Il écrivit ce qu'il n'avait jamais dit, ce qu'il n'avait jamais osé penser. Il parla de ses regrets, de sa peur d'autrefois, de sa lâcheté. Il raconta le vide qu'il portait depuis son départ, ce vide qu'il avait déguisé sous des projets, des réussites, des trophées. Il avoua qu'il n'avait jamais cessé de penser à Claire, même lorsqu'il feignait le contraire. Et qu'aujourd'hui, il savait que Camille était le prolongement de tout ce qu'ils avaient été.
tout ce qu'ils auraient pu devenir. Le lendemain, il glissa la lettre dans la boîte aux lettres de Claire sans sonner. Il repartit à Paris, le cœur serré, mais plus calme. Il ne savait pas si elle la lirait. Il ne savait pas si elle y répondrait. Mais il devait faire ce pas, sans condition. Quelques jours plus tard, il reçut un message, une photo envoyée par Claire. Camille dans un parc, assise sur une couverture, dessinant au feutre. À côté d'elle, un carnet bleu. En arrière-plan, une phrase manuscrite. « Elle t'a dessiné, je ne lui ai rien dit. Elle t'a reconnu sans te nommer. » Mathieu regarda cette image pendant plusieurs minutes. Il n'y avait pas besoin de mots. Il savait que quelque chose était en train de changer. Lentement, fragilement. Il n'y avait pas de pardon formel, pas de réconciliation immédiate. Mais il y avait un lien. Claire avait laissé une porte entr'ouverte. Camille, de son côté, l'avait ouverte sans même savoir ce qu'elle signifiait. Les semaines suivantes furent silencieuses. Pas de nouveaux messages, pas d'appel. Mathieu respectait ce rythme. Il retournait au travail avec une concentration nouvelle, moins frénétique. Il passait ses soirées à relire les lettres, à écrire d'autres qu'il ne savait pas encore à qui envoyer. Il parlait peu de cette histoire à son entourage. Il voulait la garder intacte, protégée des jugements extérieurs. Un mois après son retour, il reçut une autre lettre, manuscrite, de Claire. Elle n'avait pas d'en-tête, pas de signature, mais son écriture était reconnaissable entre mille. Elle racontait une conversation qu'elle avait eue avec Camille. L'enfant avait parlé de ses dessins, des hommes qu'elle imaginait être ses amis secrets, des gens qu'elle connaissait sans les connaître. Claire avait écrit « Elle est prête à te voir, pas à comprendre, pas à entendre toute l'histoire, mais à te rencontrer, comme on rencontre un visage familier dans un rêve. » Mathieu lut cette phrase une dizaine de fois. Il comprit qu'il lui serait bientôt permis de croiser le regard de Camille autrement que de loin, de lui parler, de l'écouter. Il ne savait pas comment ce moment se passerait. Il ne s'attendait à rien. Mais il se sentit pour la première fois depuis longtemps du bon côté du silence, celui qui précède quelque chose d'authentique. Ce fut un matin gris de mars que Mathieu reçut la convocation officielle. La date du procès avait été fixée. Le tribunal de grande instance de Nice, section familiale. Il savait que ce moment viendrait. Il avait tenté de l'éviter, de le désamorcer avec des lettres, des visites, des gestes discrets. Mais la procédure qu'il avait initiée pour la reconnaissance de paternité ne pouvait plus être arrêtée si facilement. L'administration judiciaire, une fois en marche, avançait avec la mécanique implacable d'un engrenage trop bien huilé. Claire n'avait pas tenté de s'y opposer par voie de recours. Elle ne voulait pas l'enfermer dans un déni juridique, mais elle refusait encore de lui accorder ce qu'elle estimait devoir rester un privilège mérité, la place de père. Mathieu se rendit à Nice une semaine avant l'audience. Il voulait être là non pour surveiller Claire, mais pour ressentir la proximité de Camille, même à distance. Il s'installa dans un appartement loué à quelques rues de chez elle. Il ne chercha pas à les voir, mais il marchait dans les rues qu'elle empruntait, écoutait le rythme de cette ville qui battait avec leurs pas. L'avocat qu'il avait engagé le pressait de se préparer à l'audience, à répondre à d'éventuelles accusations, à anticiper une stratégie de médiation. Mais Mathieu ne pensait plus en termes de stratégie, il pensait en homme qui voulait assumer. Claire, de son côté, vivait cette préparation avec un mélange d'angoisse et de lassitude. Les regards avaient changé autour d'elle. Dans l'école, au marché, même dans la pharmacie du quartier. Elle sentait les jugements déguisés en curiosité, les questions implicites glissées dans des phrases polies. La médiatisation de l'affaire avait fait d'elle une figure invisible d'un débat sociétal. La mère courage ou la mère égoïste, selon le point de vue, elle détestait cette exposition. Ce qu'elle avait vécu était intime. Ce qu'elle avait protégé avec tant de soin, on venait maintenant le disséquer dans des articles, dans des débats juridiques, dans des conversations auxquelles elle n'était pas conviée. Camille commençait elle aussi à ressentir quelque chose. L'enfant était vive, attentive, intuitive. Elle posait des questions de plus en plus précises. Pourquoi maman pleurait-elle parfois dans la cuisine? Pourquoi certaines personnes la reconnaissaient-elles dans la rue? Pourquoi un monsieur, avec un costume, parlait-il de son nom devant l'école? Claire lui répondait avec des mots choisis, pesés, presque poétiques. Parfois, des histoires anciennes veulent revenir, même quand on les croit terminées. Le jour de l'audience arriva. Le tribunal était sobre, impersonnel. Claire était vêtue simplement.
un tailleur bleu foncé, les cheveux attachés, un dossier fin entre les mains. Mathieu portait un costume gris, sans cravate. Ils s'évitèrent du regard. La salle n'était pas pleine, mais il y avait des observateurs, quelques journalistes, des membres du personnel judiciaire. L'atmosphère était lourde. Le juge, un homme d'une cinquantaine d'années, commença par rappeler les faits, une action en reconnaissance de paternité biologique engagée par le requérant Mathieu Benoît à l'égard de l'enfant Camille, né en dehors du mariage, sans mention de père à l'état civil. Il donna ensuite la parole aux avocats. Celui de Mathieu insista sur les preuves génétiques irréfutables, sur la volonté sincère de son client de nouer une relation, sur le droit fondamental de l'enfant à connaître ses origines. L'avocate de Claire, une femme calme mais incisive, répondit que la reconnaissance ne pouvait pas effacer 6 années d'absence, que la stabilité émotionnelle de Camille devait primer sur toute autre considération. Puis vint le moment le plus tendu. Le juge demanda à Claire si elle souhaitait exprimer quelque chose personnellement. Elle se leva, inspira profondément et parla d'une voix claire. « J'ai élevé Camille seule, non par vengeance, mais par nécessité. Je n'ai pas voulu exposer ma fille à un homme qui, à l'époque, n'avait pas la force de rester. Aujourd'hui, je ne nie pas les liens biologiques, je ne nie pas les intentions. Mais je demande au tribunal de considérer que l'amour n'est pas une question de gêne, ni un droit qui s'impose, mais un chemin qui se mérite. » Mathieu sentit un frisson lui parcourir le dos. Il aurait voulu parler à son tour, dire qu'il comprenait, qu'il ne voulait rien imposer. Mais son avocat l'avait prévenu. Tout ce qu'il dirait pourrait être utilisé contre lui. Il resta donc assis, poings serrés, le regard fixé sur le sol. Puis, contre toute attente, le juge demanda si Camille était présente dans le bâtiment. Claire hésita. Elle avait prévu de la faire garder, mais l'enfant était venu avec une amie de confiance, dans une salle voisine. Le juge exprima le souhait de l'entendre, si elle le voulait, sans obligation. Claire accepta après quelques instants de réflexion. Camille entra, tenue par la main d'une éducatrice. Elle portait une robe bleu clair, des sandales blanches, et tenait une peluche contre elle. Elle s'assit sur une chaise face au juge, impressionnée mais pas effrayée. Il lui parla doucement, lui demanda si elle savait pourquoi elle était là. Elle répondit qu'elle ne comprenait pas tout, mais qu'elle savait qu'on parlait beaucoup d'elle. Le juge sourit légèrement, puis lui posa une question simple. « Est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle Mathieu ?» Camille réfléchit, regarda autour d'elle, puis dit « Je l'ai vu une fois, il a mes yeux. » Le silence fut immédiat. Le juge la remercia, la raccompagna hors de la salle. L'émotion dans la pièce était palpable. Mathieu avait les larmes aux yeux. Claire aussi, malgré sa volonté de rester digne. Ce moment, cette phrase prononcée par Camille, avait tout changé. Elle ne parlait pas de génétique. Elle parlait d'un ressenti, d'une reconnaissance intuitive, d'un lien invisible mais présent. L'audience fut levée peu après. Le juge annonça qu'il rendrait sa décision sous quinzaine, mais dans les cœurs, quelque chose avait déjà été jugé. Mathieu sortit sans dire un mot, la gorge serrée. Claire resta assise quelques instants, immobile. Elle ne savait plus ce qu'elle devait ressentir. Elle avait voulu protéger Camille, mais Camille, sans le savoir, venait d'ouvrir une brèche dans sa forteresse, et dans cette faille, une lumière douce commençait peut-être à filtrer. Les jours qui suivirent l'audience s'écoulèrent dans une attente fébrile. Mathieu tentait de conserver une apparence sereine au travail, mais chaque coup d'œil à son téléphone, chaque courriel qui arrivait, chaque sonnerie le faisait sursauter. Il vivait dans un état d'alerte silencieuse, tendu entre l'espoir et la crainte. Il savait que la décision du juge pouvait tout changer, mais ce qui le hantait davantage, c'était l'impact de tout cela sur Camille. Il revoyait son visage lorsqu'elle avait prononcé cette phrase dans le tribunal. « Il a mes yeux ». Ce n'était pas un témoignage, c'était une vérité d'enfant, pure, irréfutable, presque sacrée. Claire, quant à elle, oscillait entre le soulagement d'avoir enfin tout mis sur la table et l'angoisse de voir son monde s'effondrer. Elle n'avait jamais imaginé que sa fille doive un jour être interrogée dans un tribunal. C'était contre tous ses principes, toutes ses valeurs. Mais elle avait aussi compris, en voyant Camille s'exprimer avec tant de naturel, que son silence jusqu'alors n'était peut-être plus suffisant pour la protéger. Camille avait déjà commencé à ressentir l'appel de ses racines, même sans les comprendre. Le verdict était attendu un mercredi matin,
Mathieu arriva au tribunal 1 heure avant l'heure prévue. Il s'assit dans le couloir, le dossier de la procédure sur les genoux, mais ne le rouvrit pas. Il fixait le mur face à lui, vide. Claire arriva peu après, seule, vêtue simplement. Ils se saluèrent d'un signe de tête. Aucun mot ne fut échangé. Tout avait déjà été dit ou presque. Lorsque le juge entra dans la salle, l'atmosphère devint instantanément plus lourde. Il s'assit, consulta brièvement ses notes, puis entama son discours d'une voix ferme, mais sans dureté. Il expliqua que les faits étaient juridiquement clairs. Le test ADN avait confirmé la paternité biologique de Mathieu. En droit, l'enfant avait le droit de connaître ses origines, et le père avait celui d'être reconnu comme tel. Mais le juge ajouta que cette affaire ne pouvait se résoudre uniquement à travers des articles de loi. Elle impliquait un enfant, un lien affectif, une histoire humaine complexe. Ce fut alors qu'il demanda s'il était possible d'entendre un dernier témoignage. Claire se redressa, surprise. Le juge expliqua qu'une nouvelle déposition avait été proposée par la défense, un professionnel de santé ayant été au cœur du processus de conception. Claire comprit immédiatement. La docteure Lemarchand, gynécologue spécialisée en fertilité, celle qu'il avait suivie durant toute sa démarche de procréation médicalement assistée. La médecin entra dans la salle, salua brièvement le tribunal et s'installa dans le box des témoins. Elle expliqua calmement qu'elle connaissait Claire depuis plusieurs années, qu'elle l'avait accompagnée dans un parcours difficile, semé d'obstacles médicaux et émotionnels. Elle parla de la procédure particulière mise en œuvre à l'époque, de la préservation du sperme de Mathieu dans un cadre légal, de l'autorisation que Claire avait obtenue et du courage qu'elle avait démontré en affrontant seule les incertitudes d'une grossesse tardive et risquée. Mais surtout, elle insista sur le fait que Claire n'avait jamais agi par caprice ni vengeance. Elle n'avait pas dissimulé la naissance de Camille pour exclure Mathieu. Elle l'avait fait parce qu'elle croyait sincèrement, alors, que sa présence ferait plus de mal que de bien. La médecin rappela les nombreuses fois où Claire avait hésité à écrire à Mathieu, les lettres conservées, les discussions partagées entre espoir et crainte. Elle conclut en disant que Camille n'avait pas été conçue dans le secret, mais dans le silence douloureux d'une femme blessée. Le juge écoutait attentivement. Chaque mot semblait graver dans la salle une vérité plus profonde que celle des dossiers. Mathieu, quant à lui, sentait un mélange d'admiration et de honte. Il n'avait jamais su ce que Claire avait traversé. Il n'avait jamais imaginé l'étendue de son courage. La salle entière était silencieuse. Même les murmures s'étaient tus. Puis, dans un ultime rebondissement, le juge proposa, exceptionnellement, d'entendre à nouveau Camille, mais cette fois dans un cadre privé, en dehors de la salle d'audience, en présence d'un psychologue pour enfants. Claire accepta cette fois sans hésiter. Elle comprenait que sa fille avait des choses à dire, des choses que même elle ne soupçonnait pas. Le lendemain, Camille fut reçue dans un bureau discret du tribunal. Le psychologue posa des questions simples, sans pression. Camille parla de sa vie avec sa maman, de l'école, des livres qu'elle aimait, des dessins qu'elle faisait. Puis, à un moment, elle montra un dessin dans lequel figurait un homme qu'elle appelait « le monsieur », qui me regarde sans parler. Le psychologue demanda qui c'était. Camille répondit simplement « C'est Mathieu, je crois qu'il veut être mon papa ». Le psychologue nota cela. Il demanda ensuite ce que Camille pensait de cette idée. Elle haussa les épaules, puis « Dis, il est gentil. Il m'a regardé comme si j'étais importante, et maman pleure moins depuis qu'il est revenu. » Cette dernière phrase fut transmise au juge. Le verdict arriva 3 jours plus tard. Le tribunal reconnaissait officiellement la paternité de Mathieu, mais il ne lui accordait aucun droit immédiat de garde ou de visite. Le juge stipulait que tout lien entre Mathieu et Camille devait se construire progressivement, sous la supervision de professionnels, dans un cadre protégé. Il rappela que le plus important n'était pas la reconnaissance, mais la construction d'un lien réel, affectif, stable. Claire reçut cette décision avec un mélange de soulagement et de prudence. Mathieu, lui, se sentit à la fois comblé et mis à l'épreuve. Il ne s'agissait plus de gagner, il s'agissait désormais de mériter. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, tous deux comprirent que le véritable combat ne se jouerait plus devant un juge, mais dans le quotidien d'une relation à inventer. Ensemble. Le printemps à Nice avait cette douceur silencieuse que l'on retrouve dans les villes côtières après une tempête.
L'air semblait plus clair, le ciel plus large et les rues moins pressées. Dans ce calme retrouvé, Claire tentait de redéfinir son quotidien, maintenant teinté d'une réalité nouvelle. Mathieu avait été officiellement reconnu comme le père de Camille. Mais la loi, dans sa sagesse prudente, avait refusé de lui accorder un rôle immédiat. Tout devait se faire doucement, pas à pas, dans une logique de préservation émotionnelle. Camille était une enfant sensible, intuitive, et toute précipitation aurait pu la déstabiliser. Claire avait d'abord accueilli cette décision avec une réticence muette. Elle restait méfiante. Elle connaissait Mathieu, son besoin de contrôle, sa tendance à vouloir diriger, même quand il prétendait suivre. Mais ce qu'elle vit dans les jours suivants la surprit. Il ne tenta pas d'accélérer le processus. Il ne força aucun contact. Il écrivit simplement une lettre, puis une autre. Des messages manuscrits destinés à Camille, déposés discrètement dans la boîte aux lettres. Des mots doux, des anecdotes, des souvenirs partagés avec sa propre mère lorsqu'il était petit, des dessins simples, parfois maladroits, accompagnés d'un petit commentaire. Claire lut ces lettres avant de les remettre à Camille. Elle craignait les réactions de sa fille, mais ce fut tout le contraire. Camille les reçut avec la curiosité d'un explorateur découvrant une carte ancienne menant à un trésor inconnu. Elle posait des questions, riait de certaines expressions, montrait ses dessins en retour. Elle répondit même une fois, de sa propre initiative, par un petit mot écrit en lettres irrégulières. « J'aime bien tes histoires. Tu peux m'en envoyer d'autres. » Claire, en voyant cela, sentit une émotion étrange lui traverser la poitrine. Ce n'était pas de la jalousie ni même de la peur. C'était un relâchement. Une brèche s'ouvrait, non pas sur une menace, mais sur une possibilité. Camille ne cherchait pas un père dans un sens classique. Elle accueillait Mathieu comme on accueille une figure nouvelle dans un monde encore en construction. Ni héroïsée, ni diabolisée. Simplement acceptée pour ce qu'elle était, une présence qui racontait, qui écoutait, qui n'imposait rien. Peu à peu, des rencontres furent organisées dans un cadre neutre. Un petit parc près du port, encadré par une psychologue spécialisée dans l'enfance. Au début, Camille restait distante, parlait peu. Mathieu, de son côté, se tenait à une distance respectueuse. Il apportait des livres, des jeux simples, ne posait pas de questions trop personnelles. Il parlait de la mer, des étoiles, des arbres. Il écoutait surtout. Chaque mot que Camille prononçait, il le recevait comme une offrande. Au fil des semaines, quelque chose changea. Camille se rapprochait. Elle lui montra un jour un dessin qu'elle avait fait de lui. Il portait une cravate trop grande, des lunettes et un parapluie ouvert sous un soleil. Elle expliqua « C'est pour dire que t'as pas besoin d'attendre qu'il pleuve pour protéger quelqu'un. » Mathieu sentit une larme lui monter aux yeux, qu'il dissimula en souriant. Claire assistait parfois de loin à ces rencontres. Elle ne participait pas toujours, mais elle observait. Elle voyait sa fille rire, poser sa main sur celle de Mathieu, lui raconter sa journée. Elle n'aurait jamais cru que cela arriverait si vite. Mais ce n'était pas une invasion. C'était une construction, un pont qui se dressait pierre par pierre. Un jour, Camille demanda si Mathieu pouvait venir la voir à l'école comme les autres papas. Claire hésita. Elle consulta la psychologue. On lui conseilla d'attendre encore un peu. Mais la demande avait été faite. Claire comprit que sa fille ne voyait plus Mathieu comme un visiteur épisodique, mais comme une part réelle de son univers. Mathieu respectait toutes les limites imposées. Il n'exigeait rien. Il se contentait d'être là, de revenir, de ne pas fuir. Et cela, plus que tout, était ce qui rassurait Claire. Elle le voyait enfin en dehors de ses anciens schémas. Il n'était plus l'homme qui fuyait à la moindre incertitude. Il n'était plus celui qui l'avait rejeté dans une nuit glaciale. Il était devenu quelqu'un d'autre. Pas encore un père au sens plein, mais une figure stable. Quelqu'un qui voulait réparer, non par devoir, mais par choix. Un après-midi, après une de ces rencontres, Claire et Mathieu restèrent un moment seuls sur un banc. Camille jouait plus loin avec d'autres enfants. Ils ne se parlèrent pas souvent en tête à tête depuis le jugement. Ce jour-là, le silence fut long. Puis Mathieu dit « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je suis là et je ne partirai plus. » Claire hocha la tête. Elle n'avait pas encore décidé de lui pardonner, mais elle ne voulait plus vivre dans la colère. Elle voulait avancer, pour Camille, pour elle-même. Elle regarda Mathieu puis dit « Ce que tu construis avec elle, fais-le avec patience, sans attendre que je te félicite. » Il répondit simplement
Je n'attends rien sauf qu'elle sache qu'elle peut toujours compter sur moi. » Et dans cette phrase, Claire entendit enfin ce qu'elle avait espéré entendre il y a tant d'années. Pas une promesse, pas une déclaration, juste une présence. Claire se leva, appela Camille. Ensemble, ils quittèrent le parc. Mathieu resta seul encore quelques minutes, regardant les feuilles remuer doucement dans les arbres. Il ne savait pas de quoi serait fait demain, mais il savait qu'il avait enfin trouvé un chemin. Non vers le passé, mais vers quelque chose de nouveau, de fragile et de profondément vrai. 6 mois s'étaient écoulés depuis la décision du tribunal. 6 mois durant lesquels Mathieu avait lentement, patiemment, tracé sa place dans la vie de Camille. Il n'avait rien imposé, jamais. Chaque rencontre avait été une petite marche, chaque conversation un pont fragile entre deux mondes qu'il apprenait à concilier. Et si Claire était restée prudente, elle ne s'était plus interposée. Elle avait observé, évalué, puis laissé faire, toujours attentive aux moindres signes de trouble chez sa fille. Mais Camille, bien au contraire, s'épanouissait. Elle parlait de Mathieu avec naturel, sans exaltation mais avec une sincérité qui disait tout. Il était devenu pour elle une figure tranquille, une présence régulière et fiable. Quelqu'un à qui elle pouvait poser des questions, montrer ses dessins, raconter ses peurs. Ce fut Camille, justement, qui demanda un jour si elle pouvait aller à Paris avec sa maman. Elle avait vu des photos de la Tour Eiffel dans un livre, entendu parler du jardin des Tuileries dans une histoire. Claire hésita, comme toujours, avant chaque nouvelle étape, mais cette fois, elle accepta. L'idée d'un week-end dans la capitale avec sa fille, loin des regards niçois et de tout ce qu'ils avaient vécu là-bas, lui parut étrangement libératrice. Et dans un geste qu'elle ne s'expliqua pas complètement, elle écrivit à Mathieu pour lui proposer de les rejoindre le dimanche après-midi au jardin des Tuileries. Il mit plusieurs minutes à répondre, non par hésitation, mais parce qu'il savait que cette invitation n'était pas anodine. C'était plus qu'un simple rendez-vous. C'était une ouverture, une forme de reconnaissance implicite. Il répondit avec simplicité « Nous y serons ». Le jour venu, Paris brillait, sous un ciel de début d'automne. Le vent était léger, les feuilles commençaient à jaunir, et les allées du jardin étaient parsemées de familles, de touristes, de promeneurs solitaires. Claire et Camille arrivèrent vers 14 heures. Camille tenait une petite pochette, sous le bras, un carnet de croquis et quelques feutres à l'intérieur. Claire, silencieuse, observait les lieux avec une émotion contenue. Elle avait vécu à Paris pendant ses années d'études, mais elle n'y était pas revenue depuis longtemps. Tout semblait inchangé et pourtant différent. Comme elle. Mathieu apparut quelques minutes plus tard. Il portait un manteau sombre, un livre à la main. Il salua Claire avec discrétion, puis se tourna vers Camille, s'accroupit pour être à sa hauteur. Elle ne courut pas vers lui, mais elle lui sourit, un sourire franc, sans réserve. Il lui tendit un petit paquet emballé simplement. « J'ai pensé que tu aimerais ça. » Elle l'ouvrit sans précipitation, découvrit un livre. Sur la couverture, « Histoire que nous n'avons pas encore vécue. » Elle leva les yeux, surprise. « C'est toi qui l'as écrit ?» demanda-t-elle. Mathieu hocha la tête. « C'est pour toi. Tu peux en ajouter si tu veux. Il y a des pages blanches à la fin. » Claire, à quelques pas, sentit ses yeux s'embuer. Elle détourna le regard, feignant de contempler les statues. Camille s'assit sur un banc, feuilleta les pages. Certaines contenaient des dessins simples, d'autres des textes courts, des souvenirs inventés, des récits imaginaires, où une petite fille rencontrait des animaux magiques, des ponts invisibles, des jardins qui parlaient. Mathieu s'assit à côté d'elle sans rien dire. Claire les rejoignit peu après. Ils restèrent ainsi longtemps à lire, à rire doucement, à écouter les pigeons roucouler et les enfants courir. À un moment, Camille demanda « Et si on écrivait une histoire à 3 ?» Claire regarda Mathieu. Il ne répondit pas tout de suite, puis dit simplement « D'accord, mais toi tu choisis le titre. » Camille réfléchit, pencha la tête, puis dit « Le jour où tout a recommencé. » Claire sourit. Ce n'était pas un hasard. Ils commencèrent à écrire là, sur un banc du jardin des Tuileries, au milieu des voix, des arbres et des murmures de la ville. Ce n'était pas un pacte, pas une réconciliation officielle, pas une promesse éternelle. C'était un moment. Et ce moment, pour tous les trois, valait plus que tout ce qu'ils avaient perdu. Le soir venu, ils quittèrent le jardin. Mathieu proposa de les raccompagner à leur hôtel. Claire accepta.
Camille marchait entre eux, tenant une main de chacun. Leurs pas s'alignaient naturellement. Rien n'était résolu, rien n'était parfait. Mais une nouvelle histoire avait bel et bien commencé. Une histoire faite de présence, d'écoute, de lenteur et de vérité. Une histoire dont aucun des trois ne connaissait encore la fin, mais qu'ils avaient enfin décidé d'écrire ensemble.